Eh bien bonsoir à tous, bienvenue en direct pour aller plus loin ensemble tout au cours de cette année 2017. Tous nos vœux bien sûr de la part des équipes de Public Sénat pour cette année extrêmement politique et surtout déterminante pour l'avenir du pays. Nous irons plus loin ce soir sur ce mois de janvier crucial pour la gauche, le mois de la primaire de la Belle Alliance Populaire qui déterminera dimanche 29 celui ou celle qui se lancera dans la grande confrontation présidentielle. Les programmes se précisent. Après Benoît Hamon, Manuel Valls et Vincent Peillon ont dévoilé hier leurs intentions. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg précisait son plan de relance budgétaire. Au Parti socialiste, on se veut confiant. La gauche a toutes ses chances, estime Jean-Christophe Cambadélis. Et puis, toute autre chose, dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai Michael Launay dans son dernier livre, Le grand roman des maths. Il nous promet de nous faire aimer les mathématiques, un entretien passionnant à un moment où l'on constate de plus en plus une chute du niveau des élèves français dans cette matière. Mais avant de développer l'ensemble de ces thèmes, le reste de l'actualité, il est riche. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Cécile Sixou. C'est une tradition, comme chaque début d'année, pour assister au premier conseil des ministres. Le gouvernement a parcouru à pied les 150 mètres qui séparent le ministère de l'Intérieur de l'Élysée. François Hollande, non candidat à sa réélection, leur a adressé ses derniers vœux. Il y avait de l'harmonie, il y avait de l'amitié, il y avait de la fraternité, il y avait, comme pour tous les moments de vœux, il y avait de l'authenticité. Et c'était un moment positif. François Hollande a rappelé à ses ministres qu'il restait 4 mois pour être utile aux Français et porter une vision de long terme. Une enquête a été ouverte, mais c'est une mesure de précaution. L'Agence de sécurité du médicament a suspendu la vente de l'Uvestérol D, un traitement contre les carences en vitamine D, après la mort d'un nourrisson le 21 décembre dernier. La ministre de la Santé a quant à elle appelé les parents à ne plus donner ce médicament à leurs enfants. Je veux dans le même temps apporter un message de calme et rassurer les familles. Toutes celles qui ont utilisé de la vitamine D et qui ont utilisé de l'Uvestérol D ne doivent pas s'inquiéter. Le produit n'est pas dangereux en lui-même et donc les bébés vont bien, il n'y a pas de risque à avoir utilisé ce produit. 0800 636 636, un numéro vert d'information a été mis en place. Comment recentrer le juge sur sa mission première, celle de juger ? Comment désengorger les tribunaux? Si vous avez des propositions pour répondre à ces questions, la commission des lois du Sénat pourra peut-être les retenir. Elle a lancé aujourd'hui une consultation de la société civile via le site internet du Sénat sur le redressement de la justice. Au total, 6 thèmes seront étudiés par les sénateurs qui feront également des auditions et des déplacements. L'ovation, ils étaient des centaines devant le tribunal de Nice venus soutenir Cédric Héroux, un agriculteur jugé pour avoir aidé des migrants en situation irrégulière près de la frontière franco-italienne. C'est un devoir de solidarité aujourd'hui vis-à-vis de Cédric et qu'on a tous un devoir de solidarité vis-à-vis de ces gens, essentiellement des enfants qui essayent de venir en France ou juste de traverser la France, je veux dire, pour rejoindre leur famille. Cédric Héroux encourt une peine de 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Il est toujours en fuite, mais désormais on sait qui il est. L'auteur de l'attentat d'Istanbul qui a fait 39 morts dans une boîte de nuit le soir du Nouvel An a été identifié. Une attaque qui alimente le clivage politique et social en Turquie, selon Recep Erdogan, le président turc. Il est très clair que le but de cette attaque est de polariser la société en provoquant une cassure.
c'est gagné. 22 km 500, plus de 90 tours de piste. À 105 ans, Robert Marchand a toujours la forme. Il a battu cet après-midi le record mondial de l'heure à vélo dans une catégorie d'âge créée spécialement pour lui. Une performance qui doit encore être validée par l'Union cycliste internationale. Alors, pour parler des primaires de la gauche et accompagner notre réflexion, ce soir, ils sont 4 sur notre plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Corinne Laurent. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service politique de La Croix. En face de vous, Emmanuel Soufi. Bonsoir, vous êtes journaliste à Liaison Sociale Magazine. Merci d'être avec nous. Erwan Lenohan, eh bien, vous êtes professeur de droit, professeur à Sciences Po, et on vous connaît également beaucoup par vos chroniques régulières sur le quotidien L'Opinion. Bonsoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir également Claude Askolovitch, journaliste, éditorialiste, auteur de cet ouvrage paru aujourd'hui même, n'est-ce pas? Comment se dire adieu aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, ces primaires, des primaires express, premier débat le 12 janvier, résultat des courses le 29. Alors, il faut aller vite, avalanche de propositions ces derniers jours, quand les choses s'accélèrent à gauche en ce début d'année. Regardez ce sujet, il est signé Mounir Soussi. Il a attendu que ses principaux rivaux présentent leur projet pour dévoiler le sien. Arnaud Montebourg détaille ses propositions chiffres à l'appui. Il compte ramener le chômage à 6,1% en 2022 et le déficit public sous la barre des 2,5%. Il fait aussi une autre promesse, plus facile à tenir. Je suis décidé à abroger la loi El Khomri. Pourquoi? Parce que cette loi, justement, organise la défaisance des protections des salariés. Le travail est aussi au cœur du programme de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre revendique le droit à l'inventivité dans cette campagne. Mais avec sa proposition de défiscaliser les heures supplémentaires, il défend une mesure mise en place par Nicolas Sarkozy en 2007. Je veux rétablir cette mesure parce qu'en effet, il y a eu un sentiment de frustration, un sentiment au fond qu'on ne prenait pas en compte ceux qui travaillaient davantage. Vincent Peillon, le dernier entré dans la course, cherche à marquer sa différence et mise sur une Europe forte pour redynamiser la France. Ce New Deal européen, dans lequel nous mènerons notre part, en respectant nos engagements, en crédibilisant notre parole, en montrant que nous pouvons inspirer confiance, devra s'accompagner d'une harmonisation fiscale et de la construction d'un pilier social. Benoît Hamon, lui, creuse son sillon en restant concentré sur sa mesure phare, le revenu universel. À ses yeux, il représente la protection sociale de demain. Cette proposition recevra un puissant coup de projecteur au cours des 3 débats télévisés programmés dès la semaine prochaine. Voilà, on l'a bien compris, ça va aller vite, très vite. Moins d'un mois, 2 grands débats, finalement très peu de grands meetings pendant ce mois de janvier, faute de temps et peut-être aussi également faute d'argent. Claude Askolovitch, ces primaires de la gauche, elles vont être déterminantes pour l'avenir du pays. Elles vont être également déterminantes pour l'avenir de la gauche. Je ne suis pas persuadé. Ni qu'elles soient déterminantes pour l'avenir du pays, ni qu'elles soient déterminantes pour l'avenir de la gauche. D'abord, ce ne sont pas des primaires de la gauche. C'est la belle alliance populaire. C'est un arbitrage à l'intérieur du Parti socialiste entre des hommes qui sont là depuis longtemps, qui sont, il se trouve, de ma génération, ça ne nous rajeunit pas, et qui ont été ministres sous François Hollande. Certains, Manuel Valls étant resté le plus longtemps possible, ayant incarné une politique, et les autres ayant connu moult frustrations. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que ça va être un débat autour de motions socialistes comme dans un congrès, non? Non, c'est pas des motions, ça c'est des mots vieux. Ce que je veux dire, vous me demandez si c'était déterminant. Pour que des primaires semblent être déterminantes, il faut que les gens qui vont voter à ces primaires pensent que tel ou tel programme, celui de Montebourg, Hamon, Valls, Peillon, peu importe, est une chance d'être appliqué. Quand je vais voter aux primaires de la droite, pour Nicolas Sarkozy, pour Alain Juppé, pour François Fillon, je pense qu'à un moment donné, François Fillon, Alain Juppé est en situation de devenir président de la République. Un électeur du Front National pense que Marine Le Pen est en situation de devenir président de la République. Quelqu'un qui suit Macron aujourd'hui ou les foules enthousiastes qui vont sur la chaîne YouTube de Mélenchon pense qu'à un moment donné, Macron ou Mélenchon peuvent à l'Élysée impulser une autre politique, peu importe ce qu'on en pense. J'entre pas là-dedans. Et ça, vous ne le sentez pas à gauche? Peu de gens pensent réellement aujourd'hui, à tort à raison, je pense à raison, et on verra qu'après les 4 années et demie calamiteuses et destructrices de ce qu'a été la présidence Hollande, Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon aient la moindre chance d'appliquer son programme, aussi chatoyant puisse-t-il sembler. Donc je ne pense pas que ce soit
déterminant pour l'avenir du pays. Je ne pense pas que cela compte pour la gauche. C'est intéressant de savoir si des gens vont venir voter. C'est-à-dire si ce qu'on appelle le socialisme, le Parti socialiste, n'a pas écœuré définitivement ce qu'on appelait le peuple de gauche. Est-ce qu'ils ont encore envie, les électeurs de gauche, d'aller arbitrer entre ces gens-là? Personnellement, c'est l'objet du livre, je pense qu'il y a une destruction absolue, je peux me tromper. Deuxièmement, qui, à l'intérieur de ce socialisme rémanent, les gens qui voudront bien quand même aller voter, choisiront-ils? Est-ce qu'ils valideront Manuel Valls, c'est-à-dire le bilan de François Hollande, et une inflexion à droite culturelle très profonde, notamment sur le plan de la sécurité du rapport à l'ordre, ou est-ce qu'ils choisiront quelque chose de plus traditionnellement à gauche, Montebourg ou Hamon, ou une espèce de nostalgie d'un socialisme intellectuel qui serait payant? Mais c'est un arbitrage entre reliquats du socialisme, pas l'avenir de la gauche. Erwan Lenoir, vous vouliez réagir? Oui, non, je suis d'accord avec une partie de ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'en effet, je pense que peu de gens aujourd'hui pensent que la gauche peut emporter l'élection présidentielle. Alors, la vie politique est faite est telle qu'il y a toujours des rebondissements, mais aujourd'hui, personne ne pense que sérieusement qu'un candidat du PS peut remporter l'élection présidentielle. Bon, ce sera peut-être pas le cas. Mais là où je diffère un peu, c'est qu'il y a quand même, au moins à mon sens, dans la tête des candidats, un enjeu qui est l'avenir du Parti socialiste. Savoir lequel va remporter l'élection, la primaire, et donc lequel se retrouvera en tête au sein du PS à l'issue de l'élection présidentielle. Et certainement pour affirmer une ligne politique particulière. Alors affirmer une ligne, pour affirmer une puissance ou un contrôle du parti, et pour ensuite aussi affirmer cette ligne face aux deux autres prétendants aujourd'hui à gauche, qui sont Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, parce qu'après la première lutte interne au PS, pour définir une ligne, il y aura celle aussi contre les deux, un peu ces deux gauches, la gauche antilibérale, réactionnaire et antimondialiste, et la gauche anti-libéral sans être réactionnaire. Oui, mais en l'occurrence, ils sont anti-libéraux et réactionnaires. La juxtaposition des mots est compliquée. Non, je pense pardon, que voilà, c'est un débat. Mais il existe des gens très progressistes qui sont anti-libéraux d'un point de vue économique. Tout à fait, mais il existe des gens très libéraux sociologiquement. Je ne crois pas que Mélenchon soit un progressiste. Mais qu'importe, il y a en tout cas un conflit. Il y a deux conflits. Un conflit d'abord au sein du PS et ensuite un conflit au sein de la gauche. Et à mon avis, au moins, les candidats aujourd'hui se disent que la primaire puis le premier tour de l'élection sont l'occasion de trancher ce conflit. Corinne Laurent. Oui, je dirais que il semblerait que les choses se passent aussi ailleurs, en dehors de la primaire. Il faut observer ce qui se passe chez Jean-Luc Mélenchon avec sa France insoumise, chez Emmanuel Macron avec son mouvement En Marche, et puis effectivement ce qui se passe au sein de la primaire, où on peut penser que ce sont effectivement, on va dire, deux duos qui s'affrontent, on va dire Manuel Valls et Vincent Peillon d'un côté, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon de l'autre. Voilà. Mais en gros, il y a à peu près trois pôles de gauche qui s'affrontent en ce moment. Et c'est vrai que c'est difficile de savoir un petit peu ce qui va sortir, en particulier de la primaire à gauche, parce que c'est une primaire à gauche. Et pourtant, Emmanuel Soufi, les électeurs de la belle Alliance populaire auront le choix dans les programmes. On les a vus, les on voit programmes. que c'est un peu comme les primaires de la droite et du centre. Hein. Alors c'est moins dense, les programmes, pour le moment. Ça se précise, ça s'affine. Ça s'affine, mais ils sont quand même très en retard. Si on prend les primaires qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps à droite, ils avaient tous sorti des pavés les 6 derniers mois ou même un an avant, comme François Fillon qui a fait quand même 3 tomes. Là, c'est un peu pauvre en librairie, je vais dire, sur la gauche. Ah, ils ont dû travailler vite quand même. Très vite, oui. au pas de charge. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a même des idées qui sont reprises. Il y a un peu une bataille sur la reprise de certaines idées véhiculées par Benoît Hamon, notamment sur le revenu universel, sur la loi travail. Alors c'est aussi drôle ou amusant ou cocasse de voir qu'il y a quand même des candidats qui... Donc, au sein des primaires, sont pour l'abrogation de la loi travail, donc Montebourg et puis Benoît Hamon. François Fillon ne le propose même pas, donc voilà, et Peillon est pour une réécriture aussi du texte. Donc il y a des lignes qui s'affrontent et des débats d'idées. Alors moi je suis pas trop d'accord avec ce que disait Claude. Dire que ça ne sert à rien, etc. Ça permet aussi de faire de faire émerger des idées qui un peu iconoclastes, un peu différentes, qui sont certes de l'ordre de la réflexion. Est-ce qu'elles seront appliquées ou pas, notamment le revenu universel, qui coûterait quand même plus de 500 milliards d'euros.
Bon, après, voilà, ça fait aussi avancer les réflexions. Corinne Laurent. Oui, il y a beaucoup de ressemblances aussi dans les programmes, qui sont pour l'instant plus ou moins travaillés. C'est vrai que Benoît Hamon, qui est parti assez tôt, semble assez structuré, apporte beaucoup de propositions avec une singularité innovantes. Voilà, Arnaud Montebourg aussi a travaillé. Ça peut paraître parfois un petit peu plus dilettante, on va dire. Il est sur un pôle Made in France et après tout, on l'entend pas trop parler de problèmes de société. Et puis il y a une sorte de gémellité entre Manuel Valls et Vincent Peillon. Ils ont des ressemblances sur l'Europe. Ils veulent tous les deux relancer l'économie par le biais de l'Europe. Quelques ressemblances aussi sur le travail, mais bon, c'est pas... Je suis navré, mais entre Valls et Peillon, il y a une différence absolue et fondamentale. Et Peillon n'est rentré en campagne que là-dessus. C'est le rapport à l'autorité, voire l'autoritarisme, on peut en discuter. C'est le rapport à la tolérance et à la société plurielle. Vincent Peillon s'inscrit dans une ligne traditionnellement libérale au sens politique et anglo-saxon. Il la définirait comme étant celle de la vraie laïcité, c'est le rapport à l'islam. Manuel Valls s'inscrit dans une ligne beaucoup plus coercitive, ou si vous préférez, de normalisation, d'imposition d'une norme républicaine, dirait-il, à la société. Cette différence-là, philosophique, est ce qui motive avant tout Vincent Peillon. Que cela apparaisse aux électeurs, aux observateurs, que cela soit pris en compte. En tout cas, pour eux, ce n'est pas une plaisanterie et c'est un axe de débat fondamental. Pour le reste, oui, Vincent Peillon est un social-démocrate pro-européen, proche de Moscovici, qui ne renie rien de toute l'évolution de la gauche depuis les années 80, vers une acceptation du libéralisme, pour faire simple, et de la norme européenne, c'est vrai. Valls aussi, mais Valls va plus loin. Valls est un républicain autoritaire à l'ancienne. Il n'est plus dans l'espace du socialisme, quand bien même il serait dans cette primaire. Peillon incarne un vieux socialisme, encore une fois, d'exigence, battu en brèche, lessivé, essoré par les temps et par l'inconsistant de Hollande. Les deux autres, Hamon et Montebourg, Hamon certainement plus structuré, prétendent ramener l'horloge idéologique où elle était avant les grands tournants en 83. Mais ça, que Hamon soit quelqu'un de sérieux, personne ne dit le contraire. Mais cette fonction-là, politique et sociale, est occupée par Mélenchon. Spontanément, Montebourg, Hamon, Mélenchon devraient se retrouver dans un espace commun, être ensemble pour prendre la gauche, ce qu'a fait Corbyn au Royaume-Uni. Spontanément, il devrait l'être. L'autre espace, celui du socialisme ou d'une gauche en mutation vers le libéralisme, Macron l'a préempté. C'est ça tout le sujet. Donc, cet affrontement qui déchire les gauches françaises depuis les années 80, depuis le tournant de Mitterrand, au fond, il existe en dehors de cette primaire. Le reste, oui, vous avez raison, il y a le Parti socialiste, c'est encore un peu d'argent, c'est encore des municipalités, moins, c'est encore des régions, moins, c'est encore une permanence et une habitude. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une coquille vide. Mais ça, on le saura après la vraie séquence électorale du printemps. Erwan Lenormand. Oui, juste deux remarques. D'abord, je pense que s'il n'y a rien en librairie, c'est pas uniquement en raison du temps. Comment ? Non, je plaisante. Non, pardon, mais bien sûr, mais ils n'ont pas d'idée, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais oui, bien sûr, je crois qu'ils n'ont pas d'idée. Je crois qu'aujourd'hui, la gauche, mais on pourrait parler de la droite, parce que je ne suis pas convaincu qu'elle soit beaucoup plus forte sur les idées. Mais la gauche, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'idéologie aujourd'hui qui structure une pensée de gauche, une pensée de la société de demain à gauche. Je pense que c'est le cas à droite. Il suffit de voir les programmes, pour le coup, de Peillon et Valls, par exemple, c'est quand même absolument creux. Il y a très peu de choses, c'est continu ce qui s'est fait. On actualise un peu comment le programme de 2012. Vincent Peillon ose revenir pour reproposer le droit de vote des étrangers après avoir trahi ses électeurs sur le sujet. Manuel Valls, on l'a vu sur le 49.3, revient en voulant l'abroger alors qu'il l'a utilisé tout le temps. Enfin, tout ça est assez incohérent et je crois révèle une grande pauvreté intellectuelle. Ensuite, l'autre point où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai débat, mais qui n'est pas propre à la gauche française, qui est, vous parliez du Royaume-Uni, c'est vrai aussi aux États-Unis. Il y a des débats qui structurent aujourd'hui, qui sont structurants au sein des gauches dans les pays occidentaux, qui est de savoir s'il faut adopter une ligne plus en phase avec l'économie de marché ou une ligne plus radicale. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, ça, pour le moment, ça ne fonctionne pas.
Emmanuel Soufi, est-ce que la ligne de partage existe également entre cette gauche de gouvernement, celle qui a gouverné, qu'évoquait Claude Askolovitch tout à l'heure, et cette gauche plus idéologue, plus idéaliste parfois, voire rêveuse? Rêveuse ou même utopique. Non, si on prend... là, pardon, vous ne pouvez pas dire que Manuel Valls ou même la droite n'a pas d'idée. Non, mais si vous regardez un peu le programme de Benoît Hamon, et je vous invite à... Il y a des mesures qui sont assez révolutionnaires, ou utopiques, pour prendre un terme aussi que vous utilisiez. Par exemple, il estime que les syndicats au comité d'entreprise pourraient avoir un droit de veto sur tout ce qui est restructuration, délocalisation, donc ce qui est quand même quelque chose qui pourrait faire grincer des dents le MEDEF, son revenu universel. Oui. Mais il y a tout un tas de mesures comme ça qui sont... Voilà, je reviens, c'est encore du débat d'idées idéologues et qui peuvent peut-être pousser aussi un petit peu les lignes de la gauche vers la gauche pour se démarquer justement de cette gauche un petit peu plus centriste. Et sur Manuel Valls, là où c'est compliqué pour lui, vous disiez qu'il y avait effectivement peu d'idées, c'est que il réactualise des idées qui étaient des idées de Sarkozy. C'est-à-dire, il a un slogan qui est la France du travail, très sarkozyste, et puis les heures sup. Avec le retour à la défiscalisation des heures supplémentaires. Qui a été certainement une grosse erreur du gouvernement Hollande, à l'époque, mais de redire aujourd'hui, de défendre une mesure qu'on a critiquée pendant des années avant, ça va être complexe. Ça brouille une image, en tout cas celle de Manuel Valls. Il y a un manque de lisibilité le plus total, ça c'est certain. Claude Askolovitch. Non, pardon, sur Valls, ça la brouille pas, ça la prolonge. Manuel Valls est en transhumant. Vous écoutez parler Manuel Valls, quelqu'un d'estimable, d'intelligent, qui a pensé plein de choses. Mais vous l'écoutez parler, vous regardez tout ce qu'il dit, son body language, son expression, les mots qu'il choisit, les thèmes qu'il met en avant, c'est un homme de droite des années 80. Quand Manuel Valls était un jeune socialiste, ainsi parlait la droite, fondamentalement. Avec en plus quelque chose qui l'a fait venir de Chevènement, ce qui est particulier pour un rocardien, c'est-à-dire ce rapport à l'ordre, à l'autorité, et une autorité qui surpasse tout. Mais Manuel Valls a été ministre de l'Intérieur puis Premier ministre depuis 2012. Il n'y a strictement rien d'étonnant, vous ne pouvez pas lui demander de se réinventer. Le 49.3, c'est une amusette, c'est un peu ridicule, peu importe. Mais il est dans une continuité. Encore une fois, depuis 2012, la gauche a fait deux choses. Un, elle a prolongé ce qu'elle était, c'est une gauche qui gouverne avec le patronat. Le pacte de responsabilité n'est qu'un décalque des demandes du MEDEF. L'acceptation par la gauche au pouvoir, et elle avait peut-être raison, de cette idée selon laquelle le vrai problème de l'économie française était le surcroît de charges qui pesait sur les entreprises, c'était une révolution conceptuelle, la gauche s'y était toujours refusée, peut-être avait-elle tort, mais le chemin a été accompli. Deuxième constante, encore une fois, on ne peut pas critiquer les forces de police et la gendarmerie, les forces de sécurité. Appelons d'Issolet, l'ordre est de notre côté, la chienlit, comme on disait à l'époque de De Gaulle, les manifestants, les écolos, les barbus, les chevelus, on n'en veut plus, on est passé de l'autre côté. Ça, c'est arrivé sous François Hollande, avec une constante, on en a parlé juste avant cette émission. Un monsieur qui aide des migrants, sous Hollande comme sous Sarkozy, va au tribunal. La gauche de pouvoir s'est inscrite dans cette continuité, demandée aux Roms qui campent en bas de la rue. Donc cette gauche-là n'est plus la gauche, selon vous? Elle est devenue une droite un peu plus modérée, un peu plus civilisée, un peu plus douce. C'est ce qui est arrivé, ça c'est Valls. Tous les autres essayent de revenir là-dessus, chacun à sa manière. Payons dans un vieil humanisme, quoi qu'on en pense. Hamon, de manière très structurée, avec les structurations de la gauche à l'ancienne, pensez aux lois Auroux de 80-82, le pouvoir des syndicats de l'entreprise, c'est une constante. Montebourg dans la relance keynésienne, quel que soit le contexte extérieur. Payons d'un point de vue humaniste. Hamon d'un point de vue de structuration sociale. Montebourg d'un point de vue macroéconomique, essaye de ramener le socialisme à ce qu'il était avant son accomplissement dans la destruction par Hollande et Valls. Donc il y a une véritable offre politique qui est présentée aux électeurs. Sauf qu'elle est vaine parce qu'entre-temps, tout a été détruit. Encore une fois, le président de la République en exercice n'a pas été en situation de se représenter. Cela signifie quelque chose, sur lui-même certainement, mais sur la destruction de ce que l'on appelle le Parti socialiste devant l'opinion. C'est ce qui obère les débats, certes intéressants et pas très nouveaux, qui peuvent avoir lieu dans cette primaire. Corinne Laurent, est-ce qu'il n'y a pas une autre ligne de partage entre ces différents candidats? Je rappelle qu'il y en a 7, il n'y en a pas que les 4 qu'on évoque principalement à cette table, bien entendu. Cette ligne de partage qui est l'appréciation qu'auront les uns et les autres du bilan de François Hollande.
Je pense que c'est vrai que le bilan sera réglé, j'imagine, dans le premier débat du 12 janvier. Ils essaient tous de prendre leur distance. Hein. Ils le renient plus ou moins. On voit bien qu'ils marchent sur des œufs. Mais ce qui est quand même frappant, ce qui me frappe vraiment pour les 4 principaux candidats, c'est-à-dire les socialistes, c'est la prudence avec laquelle ils avancent. Parfois avec des propositions très peu développées, comme si ils ne voulaient pas du tout choquer les électeurs, si vous voulez, avec des promesses qu'ils ne pourraient pas tenir. Bon. Ce qui est vraiment frappant, c'est la prudence et puis le manque d'invention, le manque, ils ne se saisissent pas des grands enjeux du numérique, des grands enjeux géostratégiques. Ça manque de souffle et d'une vision générale. Et Juan Le Nohan, on reste sur des vieilles recettes finalement ? Oui, alors je suis d'accord qu'ils ne sont pas très innovants en termes d'idées. En termes budgétaires, ils sont loin d'être prudents quand même. Hein. Alors là, il n'y a pas de problème. On a plein de grandes mesures. Les milliards, en veux-tu, en voilà. On essaie de maîtriser les déficits, en tout cas pour certains d'entre eux quand même. Sans dire comment, sans dire qui va payer, parce que le vrai sujet, il est là. De ce point de vue-là, Payon est le plus rigoureux de tous. Hein. Oui, mais bon, budgétairement. Oui, mais en même temps, la compétition n'est pas très difficile. Hein, parce qu'on voit les propositions des autres. Il y a des milliards, des milliards sont mis sur la table sans qu'on sache non seulement comment on va les trouver, mais qui va payer, parce que le vrai sujet, il est là. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir comment ils vont y répondre, parce que c'est ça aussi qui intéresse les électeurs. Il y a quelques propositions dans ce domaine, des taxes sur les super-profits, par exemple. Donc là, on est exactement, comme je crois que c'est vous qui le disiez, dans les vieilles recettes. Alors, on va taxer les riches, il y a les gentils qui sont progressistes, et il y a les méchants qui sont riches et capitalistes, alors on va leur taper dessus. Tout ça, ça n'a vraiment rien de nouveau, et en plus, on est dans les vieilles... C'est même pas de l'idéologie, c'est des réflexes militants. C'est-à-dire qu'on a en termes sur les sujets économiques, c'est quand même d'une pauvreté totale. Je suis pas d'accord. On peut pas dire qu'il y a les idéalistes d'un côté et de l'autre ceux qui soit sont des semi-fachos parce qu'ils s'approchent de la droite, soit sont devenus des ultra-libéraux parce qu'ils s'approchent aussi de la droite. Le sujet, il est pas, c'est pas ça. Le sujet est pas ça. C'est, je crois pas que. Oui, on n'a pas dit ça. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Non, mais un républicain autoritaire n'est pas un semi-facho. Dieu nous en garde. Non, mais c'est très important. Quand vous critiquez l'autoritarisme de Valls, quand vous je le constate. Je constate un rapport. Pardon, je constate un rapport à l'autorité. Je ne critique pas l'autoritarisme. Je constate que structurellement, Manuel Valls propose une offre d'autorité. C'est pas un mot qu'il renierait aux Français. Mais de fait, c'est inédit dans la manière dont vous l'avez présenté. Il y avait d'un côté celui qui a un culte, qui met l'autorité au centre de son projet, et de l'autre les humanistes et les idéalistes. Non, mais ce que je veux dire, le sujet. Moi, je n'ai pas parlé d'idéalisme non plus. J'ai parlé de structuration. J'ai parlé de structuration antérieure à la conversion de la gauche au libéralisme. Alors vraiment, il n'y a pas d'idéalisme là-dedans. C'est pas grave, on n'est pas fâchés, mais... Non, mais lequel d'entre vous a dit... Il y a eu, je crois que c'est vous qui avez parlé d'humaniste, et l'autre qui a parlé d'idéaliste. Je ne crois pas que le sujet soit là. On peut pas... J'ai dit utopiste. Mais même utopiste. Je suis sincèrement convaincu que Valls, Macron, Fillon et même Marine Le Pen ont des idéaux, des utopies, et que le sujet, il n'est pas là. Le sujet est de savoir si on est capable aujourd'hui d'avoir une gauche qui présente un projet qui, convainc les électeurs, et deux, puisse s'adapter à l'économie réelle. Ça n'est clairement pas le cas. Ce n'est pas le cas de Montebourg, ce n'est pas le cas de Benoît Hamon, ce n'est pas le cas non plus de Manuel Valls, qui nous propose, ni de Vincent Payon, qui propose uniquement non pas d'inscrire dans la modernité, mais de réutiliser les pistes que François Hollande a mises en œuvre et qui sont un échec total. Emmanuel Souffi. Oui, alors après, quand vous dites des programmes qui n'évoquent pas les grands enjeux, etc., je vous assure qu'il y a quand même des choses sur les travailleurs indépendants, sur l'ubérisation de la société. Vous avez pas des gadgets. Le fait qu'on ait un marché du travail qui soit complètement dual, complètement éclaté, avec des gens qui sont en CDI et d'autres qui sont en CDD. Grâce au socialisme. Non, je pense que c'est l'économie en général. On peut dire que c'est le socialisme qui a fait qu'il y a plus de précaires aujourd'hui en France. Non, mais la loi travail ou être pour un revenu universel, présenté comme ils le sont, ça ne reflète pas de vision de société. Le numérique fait partie des propositions que vous pouvez trouver et chez Montebourg, et chez Hamon, et chez également Manuel Valls. C'est-à-dire que la création d'un statut indépendant, plus protecteur pour des gens qui travaillent un peu à la tâche, ça existe. C'est-à-dire que ça fait partie aussi des grands défis économiques et sociaux de demain. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a absolument rien. C'est juste que c'est disséminé. Le problème, c'est que
C'est encore le problème de la lisibilité, c'est encore le problème de cap. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de cap sur les 4 dernières années et aujourd'hui, on ne nous dit pas quelle va être la France de 2020, de 2025. C'est ça qui manque dans ces florilèges de propositions à droite, mais comme à gauche. Je suis tout à fait d'accord. Claude Askolovic, une réaction. Société duale 1, Oui. quand je parle de ruine idéologique de Hollande, il y a eu du travail qui a été fait par Axel Lemaire, par Macron aussi. Il y a eu du travail qui a été fait. Internet n'est pas seulement une question de youpla boom, le libre entrepreneur et le renard dans le poulailler. C'est aussi un rapport au contre-pouvoir, à la société. Il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées. Toute la société française et toute la classe politique française est en retard d'une, deux, trois guerres sur la numérisation de la société. Et n'importe quel pays développé, comparable, démocratie libérale comparable à un autre, est en avance sur nous, en termes de communication, en termes de rapport au web, en termes de contre-pouvoir citoyen, en termes de contrôle. Et de ce point de vue-là, nos socialistes ne sont pas différents de nos gens de droite, et qui sont un peu plus en avance que nos gens d'extrême droite, même si dans les mouvances du Front National, ils savent, en agit-prod, se servir beaucoup mieux que les autres d'ailleurs d'Internet. Donc de ce point de vue-là, il y a un retard global de la société française qui se regarde et qui ne regarde pas vers l'extérieur. Un autre sujet. Sur les projets qu'ils présentent, encore une fois, ils sont obérés, et là vous l'avez dit, par pas seulement 4 années et demie de non-lisibilité, la présidence Hollande, mais avant l'homme qui incarnait le Parti Socialiste depuis qu'il avait été posé là par Lionel Jospin et que Lionel Jospin avait disparu en 2002, c'était François Hollande qui a soigneusement évité tous les débats de fond, toutes les prises de risque, tout ce qui pouvait fâcher, parce qu'on aurait, comme sur ce plateau, mais eux avec plus de compétences que nous et plus d'effectivité puisqu'ils prétendaient gouverner, tout ce qui pouvait aller dans des discussions de fond. Les 4 personnes dont nous parlons, Montebourg, Valls, Hamon et Payan, ont tous, à l'époque où ils étaient des cadras, quand François Hollande dirigeait le PS, été excédés par cet homme qui interdisait tous les débats. Ces 4 bons hommes ont été, quand ils étaient quadragénaires, intéressants et réellement intéressants. Qu'ils soient devenus décevants, fatigués, irréels, autoritaires si ça vous fait plaisir, à l'exercice du pouvoir, est aussi une conséquence de ce qui s'est passé avant. Ça fait aussi partie des tristesses de ce qu'est la gauche française, de voir ces gens-là qui étaient des gens de valeur et qui le sont certainement intrinsèquement, avoir été essorés par l'attente du pouvoir quand Hollande dirigeait le PS et par ce qu'a été le pouvoir quand il a présidé. Mais comme ils y ont participé, Valls plus que les autres, mais les autres aussi, ils sont co-responsables de ce qu'ils ne sont pas ou de ce qu'ils ne sont plus. Il n'empêche, Claude Askolovic, et je vais poser la question à Corinne Laurent, est-ce qu'on peut gagner ces primaires sans défendre, on rejoint un petit peu ce que vous disiez, le bilan de François Hollande. C'est Bernard Cazeneuve qui le dit, il est illusoire de penser qu'on peut gagner une primaire de ce type sans défendre le bilan du quinquennat Hollande. Bon, ils vont malgré tout s'en servir. Au moins deux candidats sur 4 du PS. Payon Valls, à des degrés différents. Oui, la chose la plus importante, c'est de savoir s'ils vont réussir à donner le goût aux électeurs de se déplacer et de faire de la primaire un succès. Après tout, ce sont les socialistes qui ont monté la primaire en 2011. Hein. Donc, il y aura moins de bureaux de vote déjà. C'est un drôle de retour de bâton. Donc il faut qu'ils parviennent à créer un engouement. Et effectivement, et là on revient sur le fait que l'élection se passe aussi ailleurs, chez Macron et chez Mélenchon. Il faut qu'ils arrivent à expliquer quel va être l'adversaire, si c'est François Fillon, Marine Le Pen, si c'est... Cela dit, il y aura les débats pour ça. Hein, et voilà, on sera évidemment attentif à ces débats. D'une manière générale, est-ce que vous ne pensez pas que les diverses propositions qui sont presque désormais maintenant toutes sur la table ne sont pas uniquement destinées à combattre le programme de François Fillon? Et sur ce sujet, eh bien, je vous propose d'écouter Manuel Valls, il était ce soir l'invité de nos confrères de TF1. Écoutez. Et le modèle social, c'est quoi? Ce sont des services publics efficaces. Ce sont des policiers, ce sont des gendarmes, ce sont des enseignants, ce sont des personnels hospitaliers, ce sont des services publics qui protègent et qui viennent en solidarité pour nos compatriotes. Et puis c'est la sécurité sociale, c'est l'assurance maladie, c'est la santé, une des premières préoccupations, vous l'avez évoqué ce soir dans votre journal. Et qui est en déficit chronique. Et c'est ça qui m'oppose d'abord à François Fillon, le candidat de la droite, qui propose pour la première fois pour la droite française une véritable purge et une remise en cause de notre modèle social.
Voilà, la purge, le mot avait déjà été prononcé par Manuel Valls. Emmanuel Soufi, c'est vraiment l'homme à abattre aujourd'hui. François Fillon, pour la gauche. Un peu pacifiste, l'homme à abattre, je ne sais pas, mais effectivement, c'est l'épouvantail. Hein. On a déjà évoqué ici un peu le contenu de son programme. C'est sûr qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Alors, on a parlé de l'assurance maladie. Hein. Il a fait un rétro-pédalage assez important en disant non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. En utilisant des arguments assez étranges. Oui, on sent bien qu'il essaie de rectifier le tir. Voilà, peut-être de façon un peu maladroite, mais dans son programme, il y a d'autres choses qui, à mon avis, vont aussi déclencher un peu les foudres à gauche, les foudres syndicales également. Si on prend sur l'assurance chômage, hein, ça change de l'assurance maladie, mais sur l'assurance chômage, il est pour la dégressivité des allocations, un plafonnement à 75% également. La retraite, c'est allongement de la durée de cotisation. D'ailleurs, la retraite, c'est pas une question qui est évoquée dans les mesures, les programmes à gauche, ce qui est peut-être un peu dommage aussi. Voilà, on a l'impression qu'ils vont aussi sortir ça du chapeau de façon assez sans le raccrocher encore à une Autrement dit, au secours, la droite revient, ça peut être un argument. Mais ça va être bien sûr, hein, ils ont plus Sarkozy, donc il faut bien qu'il y ait un argument pour faire monter un petit peu les enchères à gauche et les débats. Et l'enjeu de la participation sur ces primaires, il est primordial, vu que quand même la mobilisation a été très importante à droite et au centre. Moins d'électeurs que la droite fin janvier, ça risque aussi effectivement de mettre un peu à mal la gauche dans cette course à la présidentielle. Erwan Lenoir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et en ça, j'ai l'impression qu'en réalité, ils ne font que prolonger ce que François Hollande a essayé de mettre en place depuis 1 an et quelques, où quand il intervenait, c'était pour dire, 1, ça va mieux, et 2, attention, au secours, la droite revient, et attention, je suis moi le défenseur du modèle social français. On voit bien en quoi ça peut avoir un intérêt mobilisateur à gauche et au sein du Parti socialiste. La fragilité de ce propos, c'est que je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, dans l'opinion, les gens, s'il y a une demande de protection, elle soit nécessairement liée à la conviction que le modèle social français se porte bien. Il y a au contraire beaucoup d'éléments qui peuvent conduire à penser qu'il va très mal. Donc, je comprend l'intérêt, disons, c'est un intérêt de mobilisation anti-Fillon. De là à dire que c'est ça qui va leur permettre de porter un projet, on en est quand même très loin. Puis Fillon, à mon avis, va mettre de l'eau dans son vin. Enfin, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, je pense, continuer pour rallier davantage aussi sur le centre. Non, puis il y a un risque quand même de rentrée sociale assez intense avec des mesures. C'est-à-dire qu'il est sur le donnant-perdant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de donnant-donnant dans le programme de François Fillon. Et c'est là où le bas blesse. Corinne Laurent. On voit bien qu'ils sont tous tenus par les promesses non tenues, le syndrome Hollande sur le point de départ et le point d'arrivée et comment... et quand on change de direction, voilà. Alors, il y a en tout cas un parti qui ne s'embarrasse pas de primaire. Je vous en prie, Claude, allez-y. Sur le modèle social français, Valls faisait partie, avec d'autres membres des gouvernements de Hollande et d'autres socialistes, des gens qui considéraient que notre modèle social était structurellement producteur de chômage. Les débats ou les avancées qu'il portait à l'époque où il disait « j'aime l'entreprise », où il était allant, où il n'était pas encore uniquement dans l'autorité, mais aussi dans le social-libéralisme, c'était cette idée selon laquelle il fallait assouplir nos règles pour que l'emploi nous revienne, et c'était les prémices de ce qui est devenu, de manière très maladroite et très abîmée, la loi El Khomri. Donc il est paradoxal de le voir aujourd'hui camper sur le modèle social français, quand lui-même expliquait, pas forcément à tort, qu'il fallait changer ou amender ou assouplir ce modèle pour rendre du travail aux gens, notamment aux jeunes. De ce point de vue-là, Macron a été plus constant. Il y a le rapport aux syndicats qui va être très structurel dans cette campagne présidentielle. Macron se moque royalement du pouvoir syndical. Fillon a compris, il veut le combattre, c'est une droite à la Thatcher. Valls se vit comme étant, par principe et définition, en symbiose avec un syndicat, un seul, la CFDT, qu'il était allé rechercher. Tout ceci va jouer aussi. On commence à voir les premières réactions syndicales à ces différents programmes. Montebourg, ça va être compliqué, parce que la CGT a de la mémoire, elle se souvient de 2-3 cas, notamment à Amiens, Goodyear, où il n'a pas été totalement franc du collier loyal. Voilà. Hamon va chercher les syndicats, tous les syndicats, structurellement, traditionnellement. Ça va jouer aussi, même si c'est faible maintenant, les syndicats. Mais encore une fois, le modèle social français, vous entendiez à l'intérieur du Parti socialiste et de la gauche libérale, au sens large, l'idée selon laquelle il fallait l'amender pour que l'emploi nous revienne. Dans les mesures un peu dures que prépare Fillon contre les gens qui sont à Pôle emploi, mon Dieu, il y a aussi des choses qui ont été expérimentées par Tony Blair
d'une autre manière, dans un autre pays, jadis au Royaume-Uni. Donc on n'échappe pas, y compris nos pauvres socialistes qui sont poreux, aux idéologies dominantes. Vous diriez aux évidences de l'économie, je préfère parler d'idéologie et de ce qui nous environne. Alors, il n'empêche, au Parti socialiste, rue de Solferino, on essaye d'entretenir la flamme, celle de la victoire. Et pour Jean-Christophe Cambadélis, il le disait ce midi lors de ses vœux à la presse, la victoire, elle est possible pour la gauche. Écoutez. Les primaires intéressent. Si, comme je le souhaite, elles seront massives, début février, comme nous l'avions prévu, c'est une nouvelle époque qui commence. Parce que c'est à partir de cette nouvelle donne que les uns et les autres auront à se déterminer. La primaire, encore une fois, déverrouille une présidentielle qui, à cette étape, n'a pas trouvé son chemin. Si on ajoute les candidats qui sont potentiellement, et je l'ai bien dit conjoncturellement, sur Macron, aux candidats au suffrage qui sont aussi conjoncturellement sur le candidat de gauche, nous sommes en tête des élections présidentielles. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Voilà le premier secrétaire du Parti socialiste, il y croit, contre vents et marées. Alors, pour y croire, on peut y croire à quelles conditions, Claude Askolovitch, ce soir? Si des gens viennent voter, considèrent que le Parti socialiste ne doit pas être puni, châtié, éparpillé, oublié, dispersé, alors il y a une petite chance. Un mot sur Cambadélis, t'as tendance à sourire. C'est un homme qui avait raison. Il disait par exemple Macron n'est pas socialiste. Et on disait mais il est horrible avec ce jeune ministre que François Hollande. Eh bien, Macron n'est pas socialiste, il est parti lui-même. Cambadélis avait inventé la primaire, soi-disant, pour que ce soit une petite promenade de santé pour Hollande en direction de sa réélection. C'est l'unique toute petite chance minuscule, ténue, avec toutes les conditions qu'on a posées, pour qu'il y ait un semblant d'intérêt autour de cette vieille machine battu et rebattu qu'est le Parti socialiste. Cambadélis s'est souvent trompé, a choisi le mauvais cheval. Il parle comme un vieux trotskiste qu'il a été avant de devenir social-démocrate et social-libéral. Oui, très bien. Il est le dernier gardien de cette vieille institution française née en 1905 avec plein d'avatars, qui est le Parti socialiste, qui est peut-être en train de mourir, peut-être pas, qui mérite certainement de mourir, mais parfois les gens sont indulgents. Et donc il fait comme si. C'est un Parti socialiste Potemkin, si vous voulez. Faisons semblant d'exister encore. Agitons des débats entre des gauches traditionnelles, une gauche autoritaire, radicale, républicaine de choc, une gauche traditionnelle comme Payon, et imaginons que cela existe encore. Effectivement, pendant ce temps-là, d'autres caracolent et nous racontent d'autres histoires. Corinne Laurent, pour conclure. Je rejoins Claude. C'est vrai que Manuel Valls va illustrer ce que tu viens de dire en allant à Liévin dimanche en meeting, premier meeting de campagne dans le Pas-de-Calais, terre... socialiste, ouvrière, minière, où se rendit François Mitterrand pour le congrès. Les socialistes. Valls est déjà allé, je raconte dans mon bouquin, Valls est déjà allé à Liévin il y a quelques temps. Les socialistes adorent les ouvriers du passé, adorent les immigrés du passé, adorent les réfugiés du passé, adorent le passé, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à raconter aux ouvriers de maintenant. C'est beaucoup plus simple d'aller rendre hommage à la mine d'antan que de prendre en compte les travailleurs précaires, les parcellaires, ce qui se passe aujourd'hui. C'est plus simple. Et ça, c'est le vrai défaut du socialisme, se mirer dans un vieux et beau miroir. Allons à Liévin, Belleville. Et Roine Le Nohan, pour réagir aux propos de Jean-Christophe Cambadélis, la victoire, mais à quelles conditions? Est-elle possible aujourd'hui? Là où Jean-Christophe Cambadélis a raison, c'est qu'en politique, rien n'est jamais impossible, rien n'est jamais fini. On a plein d'exemples récents qui viennent de nous le montrer, donc il a raison de garder les cartes ouvertes. Bon, ça reste quand même aujourd'hui peu probable, même en dépit de son arithmétique, que le candidat socialiste remporte l'élection présidentielle, mais rien n'est impossible. Un mot de conclusion, Emmanuel Soufi. Oui, alors je pense qu'il y a aussi des sujets. En 2012, Hollande avait été élu sur la jeunesse. On n'a quand même pas un mot sur la jeunesse, que ce soit à droite comme à gauche, donc ça peut être quand même un grand regret. Peut-être que si justement il y avait des propositions qui s'adressaient à cette jeunesse, à ces jeunes générations, ça serait mieux. Faire monter un peu. En tout cas, autant dire qu'on écoutera et on suivra avec passion ces primaires de la belle alliance populaire qui vont s'ouvrir tout au cours de ce mois de janvier. Je rappelle également le livre de Claude Askolovitch, Comment se dire adieu, point d'interrogation, au socialisme. C'est le thème de votre ouvrage. Merci en tout cas à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. On se retrouve tout de suite. On va parler mathématiques et croyez-moi, on est très loin là, des primaires de la gauche. Mon invité sera le mathématicien Mickaël Launay. Juste après ces courtes annonces, vous restez bien sûr avec nous.
Le 8 novembre 2013, le typhon Haiyan frappe le sud-est des Philippines. Des vents de plus de 300 km/h, des dizaines de milliers de victimes. 4 millions de personnes sont à déplacer en urgence. Depuis, il faut reconstruire et imaginer l'avenir face au changement climatique. Les dessous de la mondialisation, demain à 18h sur Public Sénat. Le 10 février 1970, une avalanche engloutit le centre UCPA de Val d'Isère et tue 39 personnes. Le risque zéro n'existe pas et si on voulait prendre toutes les possibilités de phénomènes naturels, eh bien tout Val d'Isère serait en zone inconstructible. Comment concilier sécurité et développement économique de la montagne? Le plan d'intervention pour le déclenchement d'avalanches, bien sûr, qui sauve des vies, il a vraiment été créé pour protéger des zones qu'on ne pouvait pas avant. L'avalanche de Val d'Isère, demain à 19h sur Public Sénat. Écologistes divers droite, divers gauche se partagent les miettes, sans oublier les 15% d'intention de vote pour Coluche. En gros, vous l'aurez compris, Saint-Ferréol est le parfait miroir de la France. C'est providentiel. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça? Vous avez pensé à qui pour cette mission? Il nous faut quelqu'un de confiance. Bonjour. Oui. Vous avez le code? Opération Hirondelle. Pseudo? Thermomètre. Thermomètre. Les chiffres? Je comprends rien. On parle de thermomètre. 7 fois 9. Le chiffre de pourcentage. Ça doit être un codage. Un petit bout de France, samedi à 22h sur Public Sénat. Voilà, suite de cette émission, toujours en direct sur notre chaîne Public Sénat. Il veut vous faire aimer les mathématiques. Vaste programme à un moment où les jeunes Français délaissent les matières scientifiques, où les maths sont à l'honneur. Alors, Michael Launay se démène, il écrit des livres. Il a même créé, figurez-vous, une chaîne spéciale mathématiques que vous pouvez suivre sur YouTube. Bref, tout est bon pour lui pour redécouvrir ce qui fait la poésie d'une science presque un art, à elle toute seule. Bonsoir Michael Launay. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va bien sûr parler de votre dernier ouvrage, le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours. Mais vous sortez de Normal Sup et à Normal Sup, eh bien, vous avez une thèse de probabilité. Autrement dit, vous êtes d'une certaine manière un spécialiste des sondages. Il se trouve qu'aujourd'hui, le journal Le Parisien a décidé de faire une pause dans les sondages. Après, vous vous en souvenez, les avatars de l'élection américaine, de l'élection du Brexit outre-Manche. Est-ce que ce journal, d'après vous, a eu raison de faire une pause dans cette séquence intense politique française qu'on vient d'évoquer aujourd'hui? Alors les mathématiques ne sont pas forcément là pour dire s'ils ont raison de le faire ou pas, mais en tout cas elles sont là pour dire ce que sont les sondages. Et effectivement, les sondages, ça fait partie de la théorie des probabilités. On utilise les statistiques. Et les statistiques, si on est dans les probabilités, eh bien forcément, il n'y a pas de certitude absolue. Par exemple, la théorie des probabilités, c'est ce qui va vous dire que si vous lancez un dé 10 fois de suite, eh bien vous avez 84% de chance de ne pas faire de 6 du tout. Mais il est toujours possible qu'il y ait de faire un 6 dans les 10. Et c'est toujours possible qu'il n'y en ait pas du tout. Et de la même manière, les sondages, eh bien, ça va utiliser cette théorie des probabilités et ça va nous dire il y a, par exemple, 95% de chances pour que tel candidat fasse un score qui est de 33% à 2% près. Mais la possibilité de se tromper est une partie inhérente de cette théorie-là et on ne peut pas être sûr de toute façon à 100%. Mais pour vous, avec les connaissances de probabilité, de la science probabilistique que vous avez, il y a un problème aujourd'hui dans les sondages en France? En tout cas, quand on dit un sondage, quand on donne un sondage, effectivement, il faut donner tous les paramètres qui vont avec. C'est-à-dire, comme je le disais tout de suite, on ne peut pas juste dire tel candidat va faire tant de pourcents. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible avec un sondage, ou alors il faut carrément organiser une élection, c'est-à-dire interroger tout le monde. À partir du moment où on interroge juste un petit échantillon et qu'on veut en déduire l'opinion de toute la population, eh bien, il faut forcément utiliser les probas et il n'y a pas de certitude absolue, donc il faut estimer cette probabilité de se tromper et dire il y a tant de pourcents de chances de se tromper et donner une fourchette plutôt que de donner un chiffre précis. Et c'est la bonne façon d'annoncer un sondage. Mais dites-moi, Michael Launay, est-ce que les mathématiques peuvent prévoir le résultat d'une élection? Est-ce que c'est possible aujourd'hui?
elles peuvent, voilà, encore comme je le dis, c'est-à-dire elles peuvent donner des indices. Et alors après, voilà, les mathématiques, elles donnent effectivement la théorie au niveau des chiffres et au niveau de la théorie des probabilités. Mais après, il y a aussi des facteurs humains qui rentrent en compte, c'est-à-dire que les gens peuvent changer d'avis entre le moment du sondage et le moment de l'élection. Et ils sont nombreux à en parler de la primaire de la gauche tout à l'heure. Exactement. Et puis, il y a aussi la possibilité que des gens ne disent pas la vérité, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils votent pour X et en fait, ils vont voter pour Y. Ouais. Et donc ça, on peut encore une fois l'estimer, mais c'est autant de facteurs d'incertitude qui font qu'on ne peut pas être certain. On peut avoir des indices, mais on ne peut pas être certain que les sondages vont dire exactement le résultat de l'élection. Il semblerait qu'il y ait de plus en plus de facteurs entre la politique et les mathématiques. Par exemple, je me suis laissé dire qu'il existait énormément de nouveaux algorithmes, comme on dit, qui pouvaient faire d'une campagne une campagne extrêmement précise, extrêmement efficiente. On va là où il faut aller grâce à des formules mathématiques, grâce à des équations. Enfin bref, c'est assez troublant comme phénomène nouveau. Alors ça, effectivement, on en entend parler depuis très longtemps, même dans la finance, etc. Il y a des algorithmes, mais les algorithmes, ils font jamais que ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, si ça ne se passe pas comme prévu, dire c'est de la faute des mathématiques. Non, c'est de la faute des gens qui ont choisi d'utiliser tel type d'algorithme, tel type de mathématiques, de la même manière que si on construit une fusée et que la fusée, finalement, se casse la figure, on ne peut pas accuser la gravitation universelle. Les mathématiques sont universelles. Et voilà. Mickaël Launay, peut-être plus sérieusement, les jeunes Français sont très mauvais en maths, et ça, tous les sondages, toutes les études le disent depuis plusieurs années. À quoi attribuez-vous ce phénomène? Est-ce que les maths sont mal enseignées en France? Moi, je pense en tout cas que pour bien comprendre les mathématiques, il faut vraiment leur donner du sens et éviter de les apprendre de manière trop technique. Je crois que ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, je passe beaucoup dans des classes, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée, on voit beaucoup de jeunes qui essayent d'apprendre les mathématiques de façon assez technique, mais qui ne comprennent pas forcément ce qu'ils font. Même parfois, parmi les bons élèves, on en trouve qui savent résoudre tel type d'équation, parce que ces programmes, ils ont bien appris l'algorithme, justement, la façon pour le résoudre. Mais quand on creuse un peu, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que les mathématiques, c'est avant tout une science qui est formidable, qui sert à comprendre le monde, parce qu'on est curieux, on a envie de comprendre comment ça fonctionne. Et il faut éviter de l'apprendre de façon trop mécanique et de la vider de son sens, justement. Il faut mieux apprendre moins de choses, mais bien prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Et est-ce qu'il faut aimer les mathématiques pour bien enseigner les mathématiques? En tout cas, c'est sûr que c'est un plus, mais j'ai envie de dire, c'est pas si difficile que ça d'aimer les mathématiques. À partir du moment où on commence à comprendre, c'est comme toutes les disciplines. Alors après, tout le monde ne peut pas forcément devenir de grands mathématiciens, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient absolument dégoûtés des mathématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on comprend ce qu'on fait, eh bien, il y a des moyens vraiment pour tout le monde. Et puis, il y a plein d'approches différentes des mathématiques. Alors, il y en a une en particulier que vous développez dans votre ouvrage, le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours. C'est une enquête, Et si vous lisez ce livre, eh bien, vous aimerez les mathématiques. Votre enquête, elle débute au musée du Louvre, ce qui est quand même très surprenant pour un théoricien des mathématiques, de cette science des maths. Exactement. Alors, c'est l'histoire des mathématiques de la préhistoire à nos jours. Et donc, effectivement, on commence dès la préhistoire et on peut commencer à voir notamment dans les silex taillés par les hommes préhistoriques qui ont des formes qui sont symétriques. Et donc, quand on commence à penser la symétrie, déjà, on commence à faire des maths. Et puis après, la symétrie, ça va beaucoup plus loin. Si on se balade au Louvre, effectivement, qu'on va dans le département des antiquités orientales ou dans le département des antiquités grecques, on voit des vases, par exemple, qui sont décorés avec de magnifiques motifs géométriques. Et ces motifs, ils ont dû être pensés. Ils peuvent se classer mathématiquement, et justement les artistes qui ont fait toutes ces poteries-là ont dû développer de manière intuitive, parce qu'ils théorisaient pas ça, mais de manière intuitive, ils ont dû développer certains concepts mathématiques pour pouvoir faire de jolis pots. Il n'empêche, la théorie mathématique, elle vient, j'allais dire, de la planète entière, l'Europe bien entendu, le monde arabo-musulman, la Chine, ça vient de partout. Voilà, c'est ça, toutes les concepts. L'intelligence, c'est partout. Voilà, c'est ça, c'est une partie de ping-pong entre toutes les civilisations au cours de l'histoire. Effectivement, la construction mathématique se transmet de peuple en peuple, et puis chacun apporte sa pierre, et c'est assez fascinant de voir comment on en arrive aujourd'hui à cet édifice. Et aujourd'hui, maintenant, la recherche mathématique se fait au niveau mondial, alors qu'évidemment, dans l'Antiquité, c'était beaucoup plus local, mais finalement, tout ça a fusionné, et c'est vraiment fascinant de voir. Et les Français sont magnifiquement bons. Il y a une école française de la mathématique, avec ces fameuses médailles Field, l'équivalent du prix Nobel pour les maths, que les Français sont toujours très très bien placés dans cette compétition. Donc cette médaille est remise une fois tous les 4 ans à 4 mathématiciens simultanément, et dans les 4 ou 5 dernières séances, il y a à chaque fois eu au moins un Français dans le lot. Donc effectivement, on a une très grande école mathématique en France. Mais elle est toujours bien vivace, bien vivante, alors qu'on le disait, l'enseignement des maths
Ça coince quand même. Alors le en fait France. que l'enseignement des maths effectivement semble parfois coincer un peu, on peut avoir quelques craintes sur l'évolution dans le futur, mais en tout cas actuellement au présent elle est encore effectivement bien active. On parlait des sondages, des probabilités tout à l'heure, on parlait des ordinateurs, des algorithmes, on entend ce mot un petit peu partout, un petit peu dans tous les domaines. Est-ce qu'aujourd'hui l'ordinateur va tuer le génie humain qui a inventé, qui a eu des éclairs des génies pour inventer des équations magnifiques par exemple? Alors ça, en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas encore tout faire avec les ordinateurs, en particulier si on parle des mathématiques. C'est bien, vous me rassurez, On n'a pas encore inventé d'ordinateur qui produit de nouvelles mathématiques par lui-même. Les ordinateurs peuvent s'occuper des parties techniques. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est mathématicien, on a un outil formidable pour résoudre des équations qui vont être sinon horriblement techniques, c'est-à-dire tout ce qui est la partie calcul compliqué à faire. Bien ça, les ordinateurs peuvent s'en charger à notre place. Par contre, effectivement, inventer de nouvelles mathématiques, inventer de nouvelles théories, réfléchir vraiment au problème et comprendre ce qu'on ne comprend pas, ça, ce sont encore les humains qui peuvent le faire. Et donc, il peut encore y avoir des coups de génie pour résoudre une équation impossible ou des choses comme ça. Ça existe encore. Et il y a encore des très grands problèmes qui sont ouverts en mathématiques et sur lesquels il y a des tas de mathématiciens qui cherchent. Et on a régulièrement de grandes avancées en mathématiques. Encore à notre époque, il y a de très grands mathématiciens qui font Vous parlez d'applications. Les dernières avancées, elles ont des applications. Par exemple, le GPS, par exemple, toutes ces applications pratiques, informatiques, numériques qu'on a à disposition aujourd'hui, elles ne sont possibles que grâce à ces avancées du génie mathématique. C'est ça, et ça se fait vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche mathématique, il ne faut pas s'attendre à avoir des retombées tout de suite. C'est-à-dire souvent, les mathématiciens ont inventé des mathématiques qui n'ont finalement été utiles vraiment d'un point de vue technologique que bien longtemps après leur mort. C'est-à-dire que si on parle par exemple du GPS, eh bien pour le GPS, eh bien, d'un point de vue physique, il faut connaître la théorie de la relativité d'Einstein. Et cette théorie, elle utilise des concepts mathématiques qui ont été créés par les mathématiciens du 19e siècle, notamment des géométries qu'on appelle non euclidiennes. Donc c'est des géométries qui sont un peu déformées par rapport aux géométries classiques qu'on apprend, donc qui étaient connues par Euclide, par les Grecs et qu'on apprend à l'école. Ouais. Et donc ces concepts mathématiques sont créés au 19e siècle, sont intégrés à la physique au début du XXe siècle et puis finalement ont des retombées technologiques à la fin du XXe et début du XXIe siècle. Pour terminer, qu'auriez-vous à dire aux jeunes Français pour qu'ils aiment plus encore les mathématiques ? Aller dans les salons, parce qu'il y a plein de salons de mathématiques au Grand Palais, à Paris, en province, partout. Il y a des choses extraordinaires qui se font en matière pédagogique. Il n'empêche, donnez-nous un exemple pour les attirer vers cette science qui reste merveilleuse. Il faut être curieux. Voilà, par exemple, donc il y a ce salon, notamment un salon des jeux mathématiques qui a lieu tous les ans à Paris, qui aura lieu encore cette fois fin mai, où effectivement on a des jongleurs qui utilisent les mathématiques pour régler leur rythme de jonglage. On a des pièces de théâtre qui racontent l'histoire des mathématiciens. On a des artistes qui font des œuvres mathématiques. On a de l'origami. On a des magiciens qui font des tours de magie. Où pour comprendre le truc, pour comprendre comment ça marche, il faut faire un petit calcul ou alors il faut comprendre une astuce de logique. Donc forcément, c'est très motivant de passer par là parce que si on veut le refaire à ses amis en rentrant chez soi quand on est venu au salon, eh bien, il faut comprendre. Puis après, on peut le refaire, un tour de cartes. Vous nous avez convaincu, Mickaël Launay. Il faut lire votre livre, Le grand roman des maths de la préhistoire à nos jours, le livre qui nous fait aimer les mathématiques. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Avant de se quitter, eh bien, je vous propose de jeter un œil sur quelques-uns des titres que vous pourrez retrouver dans vos kiosques demain matin. Le Figaro, pour commencer, qui revient, on en parlait tout à l'heure, sur la primaire socialiste, avec cette inquiétude qui, semble-t-il, grandit dans le camp de Manuel Valls, le programme de l'ex-chef du gouvernement qui contredit souvent ceux qu'il défendait à Matignon, brouille son image et inquiète ses partisans, indique le Figaro. Libération qui revient sur la crise migratoire, cette France qui sauve l'honneur, avec une allusion, on en parlait au cours de cette émission, au procès qui s'est ouvert aujourd'hui du côté de Nice pour défendre pour un agriculteur qui avait accueilli des migrants chez lui. Charlie Hebdo, Libération qui revient, pardonnez-moi, autour de 2 ans après Charlie Hebdo qui continue à travailler et à être diffusé après les attentats que vous connaissez. Les Échos qui revient sur la dette des États européens, une dette qui atteint une fois de plus des nouveaux sommets. Vous pouvez le voir sur cette une. Les États de la zone euro emprunteront 900 milliards d'euros sur les marchés en 2017. Une France qui est en première ligne dans cette affaire alors que les taux d'intérêt, et ça c'est quelque chose sur lesquels on reviendra, les taux d'intérêt recommencent à augmenter dans les pays du monde. On termine par La Croix qui fait sa une sur les États-Unis
et cette économie en fin de cycle, titre La Croix. Les effets d'annonce de Donald Trump, qui, vous le savez, a réussi à faire revenir une grande compagnie automobile sur le sol américain, ne suffiront pas pour enrayer la désindustrialisation du pays. La désindustrialisation, on en parle donc aux États-Unis comme on en parle en France. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain. Lundi, vous retrouverez bien sûr Sonia Mabrouk. Je vous remercie de votre fidélité. Tout de suite, ne manquez pas ces 2 épisodes, ces 2 opus de notre série Moi, président, tous présidents. On parlera entre autres de la l'ubérisation de la société et du fameux vivre ensemble, cette expression souvent présente dans les débats politiques du jour. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve demain. Merci.